Patriarcat. Bon, c'était surtout pour dire, que le matriarcat, c'est pas le sujet, c'est plutôt le patriarcat. Voilà. Si on a un problème, c'est le patriarcat, et le matriarcat, c'est pas une, en tout cas, c'est pas une bonne idée de construire, d'organiser ou de défendre la cause des femmes ou du féminisme en relation avec cette idée de matriarcat. Elle ne me paraît pas convaincante. Alors oui, les féministes, elles battent contre le matriarcat, qui est une société de domination. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une vidéo du MLF qui date de 71, où elles expliquent bien pourquoi le matriarcat n'est pas une cause féministe. Parce que les féministes, nous, on veut une société d'égalité où il n'y a plus aucun rapport de domination. Et donc le matriarcat, c'est l'inverse du patriarcat. On retombe dans une société de domination. C'est ça. Donc les féministes, on est contre ça. C'est ça. Mais surtout, ce qui a été montré la dernière fois, que selon les critères universitaires du patriarcat, il n'y avait pas eu dans l'histoire stricto sensu de matriarcat. Et que de ce fait, en plus, c'était stupide de se revendiquer du matriarcat, d'autant que ça desservait la cause féministe au lieu de la servir. Mais là, en fait, il y a un retard, il y a un mouvement masculiniste et macho qui disent que les féministes, on est pour le matriarcat, on veut détruire les hommes, mais en fait, c'est complètement inventé et c'est de la désinformation à notre rencontre. Ça nous dessert, et en plus c'est repris de plus en plus, et on a beaucoup de difficultés à faire entendre que non, nous c'est toujours, on lutte pour l'égalité. Je trouve ça intéressant parce qu'on on est soumis à des courants de désinformation en permanence, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte. Et voilà, moi je suis totalement d'accord avec ça. Pas de problème. Et ce qui m'intrigue, ce que tu dis, c'est que Christophe Darmanjas, sur les travaux duquel je m'appuyais la semaine dernière, lui, il dit que le thème du matriarcat ressurgit périodiquement dans le débat public. Et je me demande si de sa part, peut-être pas que lui, j'en sais rien, moi je ne suis pas suffisamment spécialiste pour pouvoir le dire, mais je me demande si ce n'est pas une illusion, une erreur d'appréciation de dire ça. Comment il en arrive à cette idée. Mais non, puisqu'elle vient de te dire, c'est-à-dire que les machistes ont intérêt à dire que les femmes... Oui, voilà. C'est bien ce que je comprends. Voilà. Et donc, en arrière-plan, je me demande si Christophe Darmanjas n'est pas victime d'un discours machiste. Il faudrait pas l'exclure. Parce que si on se... Non, il faut lui expliquer. Bien sûr, il ne faudrait pas l'exclure. Ce que je trouve intéressant, la distinction que vous venez de faire, et ce que j'ai envie de rajouter, il y a quand même des femmes qui ne sont pas engagées dans un courant des féministes, d'égalité entre hommes et femmes, mais dans un courant des matriarches, vouloir dominer dans la famille, la cellule familiale. Ça existe aussi. Ça existe, il y en a très peu. Si je dis ça, je connais des exemples très concrets autour de moi. Alors il y en a très peu, et ça s'appelle les misandres. C'est pas des féministes. Ah, je ne savais pas. Ouais, et il y a beaucoup moins de misandres que de collabites. Les collabites, c'est les femmes qui valident les discours des hommes contre les féministes. D'accord, ah oui. Ah, c'est vraiment la spécialité qui parle. Super. Les références masculines, c'est un mot qui est la soumission de la femme. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. C'est un mot qui est dans le oui. glossaire féministe. Oui, super. Mais quand même, il faut remarquer, par exemple, chez les Berbères, qui est une population qui existe encore, elle fait 21% de population, les femmes, il y avait un pouvoir qui s'imposait aux femmes, c'est-à-dire qu'elles avaient la propriété du sol cultivé. Oui. Mais parce que les hommes étant des bergers, ils étaient obligés de partir. Alors vous me direz, mais dans les régions où il y avait alors les pâturages en altitude, mais c'est pas pareil d'être berger en altitude
et d'être berger en gardant des chameaux. Voilà. C'est pas la même chose. Donc là, c'est une nécessité économique. Voilà. Bon, je retiens, pour moi l'essentiel, c'est la notion d'égalité de toute façon. C'est l'essentiel. Donc ni matriarcat ni patriarcat. Alors, je pense que c'est intéressant de retenir qu'il y a un discours machiste qui répand l'idée que, etc. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il serait possible de faire une remarque préliminaire au vu de la situation? Il y a actuellement des médias, dont Libération, mais aussi des syndicats, qui ont mis en ligne l'attitude du RN dans la Commission européenne et les votes qu'ils ont fait récemment, au cours de l'année qui s'écoule, contre toutes les avancées féministes. Voilà, donc moi je voudrais, il serait bon auprès de la population de faire circuler cette information. Notamment, ils n'ont pas soutenu quand la Pologne veut interdire l'avortement, donc les autres pays se sont élevés contre ça. Le RN s'est abstenu. Donc des choses comme ça, c'est très important de regarder ça. On est aux limites du séminaire. Le registre... On a bien fait une intervention pour signaler le Hamas. Là. Oui, ben, bien sûr. Mais bon, le registre du séminaire, c'est quand même plutôt de travailler sur les résultats de la recherche. Bon. Après... si, moi aussi, moi le premier, j'ai dérogé à cette ligne. Hein. On va plutôt avancer parce qu'on a une conf qui est relativement substantielle. Alors, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est, premièrement, et aux trois quarts aujourd'hui, c'est la question du cheminement de l'idée d'égalité entre les sexes au fil des siècles. Au fil des siècles. Mais, bien sûr, je vais faire des carottages. On ne peut pas se permettre. Il existe des histoires de l'égalité et du féminisme, etc. On ne peut pas se permettre de tout dire, mais je vais faire quelques carottages pas si arbitraires que ça. Après ça, qui est l'essentiel, je vais vous proposer une deuxième et une troisième section. Une deuxième section qui est un petit peu plus audacieuse que la première. Ce seront des thèses sur le féminisme. Bon. Et une troisième qui va être encore un petit peu plus audacieuse, ce seront des thèses sur la féminité. Tout ça fait par des hommes. Qui a dit ça la semaine dernière? Bon, tout ça fait par des hommes. Bon, c'est toi. Non, c'était pas toi. Alors, je peux dire quelque chose, juste ça. Juste ça. Il faut savoir quand même, du côté de la psychanalyse et des psychanalystes, ce sont largement les femmes qui sont majoritaires. Et la première psychanalyste, le premier psychanalyste était des femmes. Hein, vous savez. Et les hommes sont minoritaires. Et les demandes d'analyse, pas seulement les demandes thérapeutiques, sont la plupart du temps faites par les femmes et très peu par les hommes. Quand même, vous signalez ça au passage. Et qu'est-ce que tu en déduis? Que j'ai fait une analyse moi-même et qu'un jour j'ai décidé d'être psychanalyste. Voilà. Mais ça m'a quand même servi. Hein. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est la chose suivante, c'est que là, je vais vous proposer une approche qui s'appuie sur Yvon Quignou. Je rappelle la référence que je signalais la semaine dernière. Donc, pour que l'homme ne soit pas l'avenir, pour que l'homme ne soit pas l'avenir de la femme, et le sous-titre « Quelle égalité femmes-hommes ». Je m'appuie essentiellement là-dessus. Ce livre m'a bien plu, et donc je vous propose les quelques grandes thèses qu'il contient. Mais évidemment, il existe un classique de chez les classiques,
c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On va en parler aussi, mais peut-être un petit peu plus brièvement. Et sur Simone de Beauvoir vient de paraître, pour ceux que cela intéresse, une étude d'une historienne américaine, Judith Coffin, avec une préface de Manon Garcia. Le livre est intitulé « Sexe, amour et féminisme ». Il s'agit de l'analyse des lettres que Simone de Beauvoir a reçues après la publication du deuxième sexe. Attention, 20 000 lettres. Ça ne m'étonne pas. 20 000 lettres espacées sur des années et des années. Des années. Voilà, ça vient de paraître, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est sûrement passionnant. Alors, l'égalité des sexes, je vais distinguer le cheminement de l'idée d'égalité des sexes. Je vais distinguer 3 périodes vastes. La période féodale, les Lumières, la Révolution et le 19e, donc 18e, 19e, et puis 20e, 21e. Voilà, 3e période. Sur la période féodale, je vais vous proposer 2 points. Le premier, c'est sur le christianisme, le rôle du christianisme dans cette affaire. Je vais l'évoquer très rapidement. Je ne vais pas faire une fixation sur le christianisme. Et le deuxième, eh bien, c'est pour évoquer une personnalité particulièrement marquante du XIVe siècle. Je pense qu'elle est un peu connue, c'est Christine de Pisa. Elle est sûrement connue. Donc on va évoquer ces 2 points-là. Sur le christianisme, je vais me contenter de dire qu'il a sa part, évidemment, dans l'inégalité ou l'affirmation de l'infériorité de la femme, et une grande part. La Bible affirme l'infériorité de la femme et même son indignité, puisque c'est elle qui est coupable du péché originel. Thomas d'Aquin fait de la femme un homme manqué. Un homme manqué. Et c'est la même chose en pire. Elle est, Mais c'est pas le christianisme. elle est vouée à la perpétuation de l'espèce humaine sous la suprématie des hommes. Super. Ils sont des théologiens. Saint Paul disait femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et il précisait l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà. Donc c'est une indication rapide de ce que l'idéologie chrétienne peut proposer vis-à-vis de la femme. Oui, alors moi, pardon, mais je m'insurge en faux. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer l'Église, les théologiens, n'est-ce pas, les disciples de Jésus. Il y a un très bon historien qui a écrit, James Tabor, c'est un Américain, T.A.B. Ware, qui a écrit l'histoire véritable de Jésus. L'histoire véritable de Jésus, c'est comme les paroles rapportées dans les évangiles. Jésus, jamais, je te mets au défi de trouver quelque chose contre les femmes. J'ai même fait un petit relevé. C'est l'inverse. Il s'inscrit contre les codes, qui sont les codes juifs de l'époque. D'accord. Eh bien oui, c'est très connu. Par exemple, quand il se trouve chez Marthe et Marie, sœur de Lazare, qu'est-ce qu'il fait? L'aînée Marthe s'agite à la cuisine, et au bout d'un moment, comme Marie, elle n'en fout pas une, pour parler familièrement, elle se tourne vers Jésus et elle lui dit cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc de m'aider. Et Jésus répond à Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Encore faut-il croire en cette fable. Non, ben c'est bien. Non, mais d'accord. Mais il y a des historiens, et je cite James Tabor, qui est quand même aussi archéologue, qui ont. Il y a des historiens de l'époque. Moi, je parle des propos rapportés de Jésus. C'est pareil dans toutes les religions, personnellement. Moi, je ne suis pas croyante. Donc, c'est pour dire, il faut être rigoureux quand on dit. Après, l'Église, ce qu'elle en a fait, c'est autre chose. Pareil pour la femme adultère. C'est pareil.
que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est entouré de beaucoup de femmes. D'accord. Voilà. Ok, donc merci pour cette précision. Moi, je ne connais pas toutes ces distinctions. Enfin, moi, je les filles d'écriture parce que comme on les a connues très Ah oui, vite mais- des Grecs, 2 siècles après la mort de Jésus, Bien sûr. il y a Allez. voilà. Ah oui, mais pour ça, on va dire Pas d'exégèse. religions. Ce n'est qu'un début. Saint Paul, c'est une horreur. Christine de Pisan. Donc Christine de Pisan, XIVe siècle, elle est contemporaine de Jeanne d'Arc. Oui. C'est une philosophe et une poétesse née à Venise en 1365, considérée comme la première femme de lettres de langue française ayant vécu de sa plume. À l'époque. Elle a publié des traités de politique et de philosophie, ainsi que des poèmes. Donc ça fait déjà pas mal de raisons de mentionner son parcours. Mais il y en a encore une autre de raison, c'est que devenue veuve en 1387, elle ne se remarie pas. Non. Ce qui à l'époque était particulièrement mal vu. Elle aurait dû, si elle ne s'étant pas remariée, elle aurait dû entrer au couvent. C'était ça son destin en théorie. Au lieu de cela, donc, elle va vivre de sa plume. De femelle devint mâle, dit-elle. Voilà. Donc elle est intéressante, à plus d'un titre. Pour une fille de son époque, elle a fait des études d'un certain niveau, autre particularité, mais avec l'appui et le soutien de son père, ce qui est intéressant quand même. Elle aurait souhaité, et son père aussi, aller bien plus loin et faire des études complètes, mais à l'époque, c'était la société dans son ensemble qui s'y opposait. Elle les complétera plus tard, ces études, mais elle aura, dans les 30-35 ans, alors qu'elle était devenue veuve, justement, et qu'elle souhaitait vivre de sa plume, elle s'est engagée dans un complément d'études pour pouvoir publier des études, ce qu'elle a publié, c'est-à-dire, je disais, des traités de politique et de philosophie. À quel âge elle est devenue veuve, à peu près? En 1387, et elle avait 22 ans. Et elle avait les beaux-parents en charge, ses parents et 2 enfants. Alors, elle veut vivre de sa plume, elle soigne donc ses relations à la cour, ce qui va préparer ses succès, elle le sait, elle connaît la règle du jeu. Plusieurs puissants lui accordent leur protection, ou lui passent des commandes pour l'aider, ou prennent parti pour elle dans des polémiques qu'elle soutient, parce que la dame, elle soutenait des polémiques avec certains grands intellectuels de son époque. La victoire de Jeanne d'Arc à Orléans l'enthousiasme et elle rédige en son honneur en 1429 le Ditier de Jeanne. Ditier, c'est un terme de l'époque, on peut dire poème, le Ditier de Jeanne. Bon, elle est engagée, quand il y a une cause, elle s'engage. Et elle est engagée en faveur des femmes et notamment de leur représentation dans la littérature, combat pour lequel des intellectuels de l'époque lui apportent leur soutien. Elle polémique en particulier avec Jean de Meung, qui est l'auteur du roman de la Rose, à qui elle reproche sa manière de représenter les femmes. En effet, à propos des femmes, on trouve ces vers, sous la plume de Jean de Meung, toute être serait ou fut de fait ou de volonté de pute. Oh là. Vous voulez que je la répète? Ah bon? Oui. Alors, toute être serait ou fut de fait ou de volonté pute. Elle va engager le fer contre Jean de Meung,
Elle va forcer l'admiration de plusieurs grands philosophes de son temps à ce propos-là, qui vont lui apporter leur soutien. Donc il y avait une variété de sensibilités tout de même dès cette époque. Bon, Christine de Pisan, on a parlé à son propos de proto-féminisme. On ne parle pas de féminisme au sens strict. On dit proto-féminisme. Elle affirme le rôle de mère des femmes, qu'elle prolonge, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut souligner, qu'elle prolonge par les fonctions d'apprentissage scolaire, d'enseignement religieux et moral, et d'inculcation de la vie en commun au sein de la famille. Donc, elle ne s'en tient pas aux fonctions biologiques, elle enrichit ça de manière assez importante. Je vous indique que dans la trace écrite, vous trouverez les fiches Wikipédia, comme d'habitude, les fiches Wikipédia. Toutes ces compétences, ajoute-t-elle, donnent aux femmes le goût de la paix et de la concorde, qu'elles peuvent ensuite répandre dans tout le corps social. Et là, on est au bord du politique avec un grand P, c'est-à-dire qu'elle voit un rôle politique pour la femme, pour les femmes. Elle y est encore dans ce rôle politique, Christine de Pisan, quand elle publie au début du XVe siècle le livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V le Sage. Le livre des faits et bonnes mœurs, ça dit ce que ça veut dire. Mais elle va faire encore mieux, elle va s'ingérer dans les domaines militaires et religieux. Donc c'est dire si elle ne s'interdisait aucun domaine. A priori réservé aux hommes, même encore aujourd'hui, mais à l'époque, vous pouvez imaginer. Elle jouit d'une grande popularité à la cour, mais elle agace les clercs et puis les universitaires et puis tous les hommes de pouvoir par rapport à des choses comme ça, qui goûtent peu ces incursions répétées et réputées, parce qu'en plus, elle est habile, et peut-être plus qu'habile, elle est intéressante, elle est peut-être innovante, elle est peut-être, créative, créatrice, etc., dans ce qu'elle écrit. Et donc, Venise, c'est une ville où il y a beaucoup de marchands. Les marchands à l'époque, les bateaux, Marco Polo. Oui, ouverture sur l'extérieur. Voilà. Donc, les femmes, elles prennent le relais quand ils sont absents. Et elles gèrent la ville, les terres et tout ça. Voilà. Et les terres, ils n'en ont pas de trop, puisqu'ils vont conquérir une partie de l'arrière-pays, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de blé, donc, et après de maïs, pour vivre. Donc, ça demande quand même, elles ont des responsabilités. Et puis même au Moyen-Âge, même en France, par exemple, chez les enlumineurs, la moitié des enlumineurs, c'est des femmes, même plus. Les orfèvres, c'est des femmes. Très souvent. Elles travaillent exactement comme vous avez tout ça. Après qu'elles auront des difficultés. À partir des jésuites, c'est un gros sous Louis XIV. On peut dire que c'est là que les difficultés ont vraiment commencé. D'accord. Arrière-plan intéressant. Et puis en plus, moi, qui suis matérialiste historique, marxiste, je trouve que ça correspond bien à des idées que je peux, disons, avoir. Alors, bon, l'œuvre de Christine de Pisan, dans le détail duquel je n'entre pas, elle va être couverte de lauriers encore pendant la Renaissance, encore pendant la Renaissance française, et puis après, au-delà de la Renaissance française, Quignou dit que, Yves de Saint-Jour dit qu'elle va subir le sort réservé à beaucoup d'auteurs médiévaux, elle va être oubliée. Au XIXe siècle, l'historien de la littérature Gustave Nanson dit d'elle « bonne fille, bonne épouse, bonne mère, au reste des plus authentiques bas bleus qu'il y ait eu dans notre littérature. La première de cette insupportable lignée de femmes auteurs. » Voilà.
Donc, vous voyez le genre. Oui, je signale que Gustave Lançon n'est jamais pu étudier dans les universités de lettres. On se doute. Non, bien sûr, on l'espère. Pendant le premier XXe siècle, son œuvre est citée ici ou là, mais de manière extrêmement aléatoire. Mais on retient surtout d'elle, à cette époque-là, le peu de fois où on la cite, son allégeance au roi, et on la détourne de ce fait dans un sens patriotique qui n'était pas forcément le sien. Elle était d'abord préoccupée par la cause des femmes. Elle sort de Londres après la Libération, et qui va la faire sortir de Londres? Eh bien, c'est Simone de Beauvoir. En 1949, donc 1949, le deuxième sexe, Simone de Beauvoir mentionne son parcours exceptionnel et notamment sa querelle contre le roman de la Rose. Pour la première fois, dit Simone de Beauvoir, on voit une femme prendre la plume pour défendre son sexe. Et cette mention de Simone de Beauvoir, elle va prolonger ses effets aux États-Unis. Dans la foulée de cette mention, les médias ou des intellectuels des États-Unis vont s'intéresser à elle, à Christine de Pisan, ce qui, en retour, va relancer l'intérêt des mouvements féministes pour elle en France. Les États-Unis en parlent, ça c'est ridicule, hein, c'est comme ça. Voilà, pour Christine de Pisan, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Régine Pernoud en parle aussi dans des ouvrages, Régine Pernoud qui est aussi une référence. Je vous ai mis l'affiche de Régine Pernoud et vous pourrez vous y reporter. Ça va être tout pour la période féodale, et les Lumières, la Révolution et le 19e maintenant. Et je vais directement à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'article femme dans cette encyclopédie, vous avez la référence, vous avez l'article. Il rapporte l'affirmation de l'infériorité de la femme à des préjugés historiques et récuse cette infériorité comme non naturelle, dit l'article. Donc l'article, l'encyclopédie, ça commence à paraître en 1750, un truc comme ça. L'article dit que cette infériorité supposée, elle est liée à des lois civiles, et que ces lois, elles ont été faites, elles peuvent être défaites et refaites. Enfin, l'origine est religieuse de cette infériorité. Oui. C'est-à-dire c'est parce que les pouvoirs en place, en particulier le féodalisme, ont toujours été liés à la religion. Voilà. Et en particulier l'Ancien Testament. Donc l'encyclopédie met en avant un genre universel, un genre humain universel, et les droits de l'égalité. D'autres penseurs du XVIIIe peuvent être cités, dont je vais en citer trois: D'Holbach, Helvétius ou Condorcet, qui sont remarquables aussi pour les thèses féministes qu'ils développent. Un petit plus pour Condorcet, qui a vraiment développé des thèses, on ne disait pas féministes à l'époque, c'est moi qui le dis, mais des thèses féministes tout à fait remarquables. Je pense que de tous, là, c'est lui qui a eu les déclarations les plus nettes. Parce que lui, il rapporte l'infériorité de la femme à l'habitude, et il récuse tout droit naturel qui s'y oppose. Bon, il est dans la foulée de l'encyclopédie. Très logiquement, il insiste sur le rôle de l'éducation et de l'instruction comme facteur d'égalité. Bon, on connaît tous ces théories sur l'instruction, sur l'éducation, et il réclame le droit de vote des femmes dans les affaires de la cité. Bon, la Révolution, on sait que dans ce domaine, elle n'a strictement rien fait. Les États généraux, un petit mot sur les États généraux.
de mars à mai 1789. Bien que les femmes en fussent exclues, leurs conditions d'existence y furent quand même vivement dénoncées. Le cahier de doléances du tiers-État de Paris envisageait des ateliers nationaux où ouvriers et ouvrières seraient traités sur un pied d'égalité. C'était le premier signe précurseur d'une plausible égalité des sexes. Voilà. Quel est le nom que je vais prononcer maintenant? C'est Olympe de Gouges. Voilà, Olympe de Gouges. Je vous signale tout de suite que Fanny Rogolini, qui était là la semaine dernière, a fait une conférence sur Olympe de Gouges il y a 4, 5, 6, 7, 8 ans peut-être, à Garibaldi. Elle est toujours sur le site. Hein. Si vous tapez dans le site Les Amis de la Liberté, Olympe de Gouges, vous allez arriver sur sa conférence, qui est très bien. Donc, Olympe de Gouges, elle était en désaccord avec la tournure que prenaient les événements à l'époque. Je vais être très rapide là aussi. Et donc, elle veut faire avancer ses idées. Elle propose, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en septembre 1791. On va citer 2 articles. Article numéro 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Article 10. La femme a droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune. Argument imparable. Donc non seulement elle n'obtint pas gain de cause, mais la constituante interdit les clubs de femmes, ainsi que leur assistance aux assemblées politiques. Et ce sera comme ça pendant toute la décennie révolutionnaire. Ça va La commencer... question du vote des femmes, c'est posé à la Révolution. Oui. Il y a eu sur 12 nombres de députés, de 600 et quelques, je crois qu'il y en a 16 qui ont voté pour. Oui, bien sûr. Alors dedans, aussi bizarre que ça paraisse, Fouquet-Tinville a voté pour. Robespierre, Marat, Dupont d'Épinal, beaucoup de gens qui sont issus de régions où le travail manuel des femmes est considéré, parce que c'est un travail qui est à la fois productif et artistique. Beaucoup. Dans les villes, on trouverait pas. Ok. Ça va commencer à changer dans les années 1830 avec la révolution industrielle, qui favorise le travail des femmes, qui encourage le travail des femmes. Dans son rapport du 7 septembre 1830, le préfet de Paris souligne que la manie des coalitions gagne aussi les femmes. Dans leur combat, les femmes, donc dans les années 1830-40, elles vont recevoir le soutien des socialistes utopiques, tels Fourier, qui s'exprime sur cette question, mais aussi quelques disciples de Saint-Simon. Enfantin, un socialiste utopique du nom de Enfantin. Des écrivains expriment également leur sympathie. On va en citer un. Stendhal souligne que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Mais Balzac ne partage pas cette opinion. Vous allez vous régaler. La destinée de la femme et sa seule gloire sont de faire battre le cœur des hommes. La femme est une propriété que l'on acquiert par contrat. Elle est mobilière car possession vaut titre. Enfin, la femme, à proprement parler, n'est qu'une annexe de l'homme. L'annexe de l'homme. C'est Balzac. On vient de là quand même. Je cite 3 femmes de cette époque, 1830-1840. Il y en a une qui est connue probablement, les 2 autres moins. 2 Saint-Simoniennes, Marie-Reine Guindorf, non, et Jeanne Désirée Véret.
Non plus. Et si je dis Désiré Gay, non plus. Alors, donc ce sont des femmes qui ont fondé en 1832 Femmes Libres, une publication, Femmes Libres, premier journal des ouvrières féministes, écrit par des ouvrières. Bon, et puis l'autre personne que je vais citer, c'est Flora Tristan. Je suppose qu'elle est connue. Alors, tous ces gens-là, vous avez les fiches Wikipédia. Flora Tristan, en 1843, elle publie l'Union ouvrière d'inspiration socialiste, où elle réclame le droit à l'instruction pour les femmes et le droit au travail pour tous, et où elle demande au prolétariat de prendre en charge, en considération, ses revendications. Je vais bientôt arriver à 1848, à la Révolution de 1848. Juste avant, ou presque en même temps d'ailleurs, mais juste avant, un poil avant la Révolution de 1848, paraît un livre, une brochure qui s'appelle le Manifeste du Parti communiste, donc Marx et Engels. Dans cette brochure, Marx condamne sévèrement le statut fait à la femme dans la société bourgeoise, et il dit deux choses abruptes mais essentielles. Premièrement, dans sa femme, le bourgeois ne voit qu'un simple instrument de production. Le mariage bourgeois est une forme déguisée de prostitution, une prostitution non officielle. Voilà. Marx, en même temps, bon, ça c'est bien envoyé, mais il n'approfondit pas. Hein. Il n'approfondit pas, mais bon, le manifeste du Parti communiste, il embrasse une foultitude de questions qui ne permettent pas non plus d'approfondir. Donc la révolution de 1848 va se passer. Elle va déboucher sur la Deuxième République, 48-51. La Deuxième République, elle fait quelque chose, elle abolit définitivement le Code noir, qui est un code particulièrement horrible. Oui, 1685 de mémoire. 1685 de mémoire. La République, la Deuxième République, elle institue le suffrage universel, mais pour tous les hommes seulement, tous les hommes âgés de moins 21 ans, tout en maintenant l'exclusion des femmes. Sous la pression populaire, elle proclame le droit au travail, c'était l'un des enjeux des luttes en 1948. Elle proclame aussi la liberté d'association et crée les ateliers nationaux. En mars 1848, Eugénie Niboyer, qui présidait le Club des femmes en 1948, crée le journal La Voix des femmes. Mettant à profit les libertés nouvellement acquises, eh bien, une dizaine de milliers d'ouvrières, sous l'impulsion notamment de Désiré Gay, c'est la même que j'ai aussi appelée Désiré Verret. Entre-temps, elle s'était mariée. Eh bien, elle procède dans toutes les mairies de Paris à l'élection de leurs délégués aux ateliers nationaux. Ça n'aura pas de suite puisque les ateliers nationaux, dans la foulée, vont être supprimés. Mais, et puis c'est ça qui a provoqué la révolution de 48, etc. Mais la démonstration avait été faite quand même, l'espace d'un instant, de l'irrésistible ascension de la réflexion, de la revendication féministe ou du mouvement féministe. Je cite encore deux femmes. Jeanne de Rouen, je crois que le voilà notre Robert. Jeanne de Rouen, ouvrière, il me semble que c'est sa femme que j'ai. Jeanne de Rouen, une ouvrière devenue institutrice, et qui créa en octobre 1949 l'Union des associations de travailleurs, qu'elle concevait comme une organisation de classe des ouvriers, qui, en contribuant à l'instruction pour tous, devait assurer l'émancipation du prolétariat et des femmes. Elle posa sa candidature à l'Assemblée législative de 1949, mais bien entendu, celle-ci ne fut pas retenue.
Yves Saint-Jour pointe que Proudhon s'en prit à elle au prétexte que les femmes n'avaient d'autre choix que d'être ménagères et couturières, courtisanes. Donc, Jeanne de Roide, et un autre nom remarquable, c'est Pauline Roland. Je remarque que tous ces noms-là ne sont pas connus, je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste. Voilà. L'histoire les a enfouis. Donc, moi, je m'efforce de les citer, au moins, de les déterrer. Mais à l'histoire, on a un mouvement maintenant qui fait que, comme il y a de plus en plus de femmes qui sont archéologues ou chercheurs, on a une façon tout à fait différente d'envisager même les temps des premiers hommes, il y a 30 ou 40 000 ans, depuis que c'est les femmes qui s'en occupent. Parce que les hommes, ils se donnaient toujours, même inconsciemment, ils se donnaient la part belle. Et on s'aperçoit aussi que 70% de la nourriture, c'est les femmes, parce que c'est la cueillette qui le Alors, Pauline Roland, c'est également une institutrice. Elle s'investit au sein de la Voix des femmes, que j'ai citée il y a un instant, et au sein de l'Union des associations de travailleurs, que j'ai citée aussi il y a un instant. En 1949, elle fut parmi les fondateurs, alors encore d'une autre association, l'association des instituteurs, institutrices et professeurs socialistes, et collabora à ce titre à l'élaboration du programme d'éducation socialiste. En décembre 1851, bien sûr, on la retrouve membre de la Société de résistance au coup d'État de Napoléon III. Elle est arrêtée en février 1852. Elle est déportée en Algérie, mais est libérée en décembre de la même année pour raison médicale, et elle va mourir sur le chemin du retour. Rien ne plia son âme, dit-elle Victor Hugo. Alors exilé lui-même à Jersey, il l'immortalisera en 1853 dans un poème des châtiments intitulé Pauline Roland et dédié à sa mémoire. Et voici donc un extrait. Un premier extrait. Elle ne connaissait ni l'orgueil ni la haine. Elle aimait. Elle était pauvre, simple et sereine. Souvent le pain qui manque abrégeait son repas. Elle avait 3 enfants, ce qui n'empêchait pas qu'elle ne se sentît mère de ceux qui souffrent. Et second extrait, là Hugo évoque le bagne en Algérie. Le lit de camp, le froid et le chaud, la famine, le jour, l'affreux soleil, la nuit, la vermine, les verrous, le travail sans repos, les affronts, rien ne plia son âme. Elle disait souffrons. Voilà. Vous avez l'intégralité du poème dans la trace écrite. Je reviens juste un tout petit instant sur Désirée Gay, que j'ai cité. Elle va poursuivre son activité sous le Second Empire jusqu'à ce qu'elle doive s'exiler en Suisse. Son activité féministe jusqu'à ce qu'elle doive s'exiler en Suisse, où elle adhérera à l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Bon, voilà. Donc un parcours là d'une vingtaine d'années, monarchie de Juillet, son aboutissement dans la Révolution de 1848, que j'ai juste cité sans rien en dire, et puis le débouché dans la Deuxième République, le Second Empire, vaguement évoqué. Et quand on en arrive là, dans les années 1850-70, eh bien, la bourgeoisie industrielle est inquiète. Elle est devenue inquiète, dit Saint-Jour, de la faiblesse de son opposition idéologique à l'émancipation des femmes. Voilà. Donc elle constate, elle voudrait s'y opposer, et finalement, elle constate qu'elle n'a pas les forces intellectuelles pour s'y opposer. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces années-là, en ce temps-là, quand on a des problèmes d'hégémonie culturelle et morale, à qui on fait appel? À la religion, bien entendu. Sollicité, le pape Pie IX publia en 1854 le dogme de l'Immaculée Conception, censé prendre le contre-pied
de l'émancipation de la femme. Je ne le connais pas, ce dogme, et je ne le fournis pas en trace écrite. Mais cette initiative va faire pchit de toute manière, parce qu'elle n'est absolument pas raccord avec les évolutions économiques et sociales en cours. En effet, Saint-Jour fait observer que le Second Empire fut caractérisé par un rapide essor économique fondé sur la réalisation de grands travaux d'urbanisme sous l'autorité du préfet Haussmann et la création de vastes unités de production industrielle et de distribution commerciale impulsées sous direction gouvernementale par les capitaines d'industrie adeptes du saint-simonisme des affaires. Il en résulta une surexploitation capitaliste et une aggravation de la condition ouvrière. Il en résultera une accentuation de la lutte des classes et un essor de la solidarité internationale des travailleurs. Commence alors pour Napoléon III, qui dans les années 1860, deuxième partie de son règne, est en délicatesse avec les milieux catholiques. Vous savez peut-être pourquoi, c'est parce que sa politique de l'unité italienne défrise, le mot est faible, défrise les milieux catholiques français, mais pas que. Et donc, pour compenser cette fracture qui se produit de ce côté-là, eh bien, il se tourne vers les milieux ouvriers globalement, et il essaie de faire ami-ami avec les milieux ouvriers, d'une manière globale. Il va faire les yeux doux aux ouvriers et aux républicains. Les proscrits du 2 décembre 51 sont amnistiés en 59. L'empereur va favoriser l'envoi d'une délégation ouvrière à l'exposition universelle de Londres en 1862. En 1864, il supprime le délit de coalition qui pénalise la grève. En 1864 aussi, autre événement, pas du tout de la même coloration politique, c'est la création, côté patronat industriel, du comité des forges. Ça, c'est un ennemi de classe. En 1869, l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, elle apporte son soutien à la première grande grève féminine dans les filatures de Lyon, et grève qui va se terminer par un succès partiel. Bien, on sait tous comment tout cela va se terminer. En 1870, c'est la défaite de Napoléon III à Sedan. C'est l'avènement dans la foulée de la Troisième République et aussi la Commune de Paris. La Commune de Paris, 18 mars, 28 mai 1871, elle va être la première révolution ouvrière et le premier mouvement féminin de masse dans l'histoire. Son programme et son dynamisme populaire sapaient tellement les bases de la société bourgeoise que Thiers et Bismarck font alliance pour l'anéantir. Saint-Jour dit « Plusieurs milliers de communards, de communardes, furent abattus dans des combats de rue, fusillés à Versailles ou au mur des Fédérés à Paris, internés au camp de Satory, ou encore déportés en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs de ces dirigeantes et animateurs, animatrices furent adhérentes de l'AIT. La première internationale. Alors, encore des noms que je vais taire. Elisabeth Dmitriev, D-M-I, etc., fiche Wikipédia. C'est une aristocrate russe ralliée à la lutte révolutionnaire et qui fut animatrice avec 7 ouvrières du comité central, alors là, un truc à rallonge, comité central de la Fédération des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Premier nom. Et le deuxième nom, vous le connaissez, Louise Michel, la Vierge Rouge, institutrice, anarchiste, militante de l'émancipation féminine, déportée en Nouvelle-Calédonie.
un symbole, Louise Michel, du féminisme révolutionnaire pour toute la suite du XIXe siècle. Bon, la Commune de Paris va se terminer par un massacre. Le mouvement ouvrier et féministe va mettre du temps à se remettre de cela, de cette défaite, mais il se relèvera. Les luttes revendicatives vont reprendre et les femmes vont y participer de plus belle. L'entrée massive des femmes dans l'emploi industriel et ses répercussions sur la vie familiale impactent profondément le chantier de l'égalité des sexes. Le 1er mai 1891, la deuxième internationale, celle-ci fondée en 1889, appelle à une grève mondiale pour la journée de 8 heures. À Fourmi, même année, à Fourmi, la troupe ouvre le feu sur les manifestants. 9 morts, dit Saint-Jour. 8 avaient moins de 20 ans, dont Marie Blondeau, qui s'était vêtue de blanc en ce jour de fête, 3 autres jeunes filles et un enfant de 11 ans. À la Chambre des députés, Clémenceau et Jaurès s'en indignèrent très vivement. Et je passe sur cette citation, et je passe au XXe et XXIe siècle. 20e, 21e siècle, je vais directement on va directement vous fournir la liste de toutes les lois votées pour les femmes à cette époque, tout début du XXe. Saint-Jour indique que ce n'est que sous la pression des multiples grèves de 1906 à 1910 que le travail des femmes a pu bénéficier du premier embryon législatif spécifique. Droit de vote au Conseil de prud'homme, loi du 27 mars 1907, droit pour les femmes mariées de percevoir et de disposer de leur salaire sans autorisation du mari, loi du 13 juillet 1907, droit d'être éligible au Conseil de prud'homme, loi du 15 novembre 1908. Droit pour les femmes enceintes de suspendre le contrat de travail pendant 8 semaines, loi du 27 novembre 1909. Obligation de prendre un congé de 4 semaines après la naissance, loi du 17 juin 1913. Voilà. Donc faisons bien le lien entre les grèves de 1906-1910, il y a 4-5 ans de mouvements de grève très intenses, et vous voyez la litanie de lois, c'est en même temps ou dans la foulée, quoi. Bon, à cette époque, au plan international, la cause des femmes bénéficie de l'engagement formidable d'une femme encore, une socialiste allemande, Rosa Luxembourg. Clara Zetkin. Ah, et Rosa Luxembourg. Bien sûr. Clara Zetkin, aussi militante, connue pour avoir été militante pour la paix. Mais le 31 juillet 1914, eh bien, Jaurès est assassiné. Donc, et la chape de plomb de la guerre va s'abattre rapidement sur les sociétés, sur l'Europe. Bon, donc tout cela, on va passer à autre chose, bien sûr. Les hommes partent à la guerre, la fleur au fusil, entre guillemets, c'est l'expression des médias, etc. Les femmes vont les remplacer, ça c'est du concret, du réel, les femmes vont les remplacer, ça va être l'heure d'une exploitation sauvage et d'une misère aggravée dans l'angoisse du veuvage. Dans ce contexte difficile, les luttes continuaient quand même. Le 1er mai 1915, un millier de femmes de 12 pays se réunissent pour la paix à La Haye, à l'initiative du Women's Peace Party, fondé au mois de janvier aux États-Unis. En janvier 1917, une importante grève des munitionnettes des usines d'armement a lieu. Grève encore en mai-juin 1918.
et au même moment, mutinerie de soldats. Et toujours la même réponse, hein, répression, répression, répression. Je reviens sur 1917, c'est l'année de la révolution bolchevique. Les anciens adversaires de la guerre, enfin, anciens adversaires, c'est vite dit, on est en 17, on n'est pas encore en 18. Ils sont encore adversaires, les bougres, mais ils trouvent quand même les moyens de réunir des forces pour se lancer dans une autre guerre en Russie contre le nouveau régime qui est en train de se mettre en place. Bon, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. On sait que cette expédition occidentale, elle va tourner court. Hein. Ça va être un bide monumental. Mais bon, il est quand même tout à fait remarquable de constater que les mêmes peuvent être en même temps adversaires et alliés. À Berlin, donc, à Berlin, en janvier 1919, c'est l'échec de la révolution spartakiste et l'assassinat de Rosa Luxembourg, donc, et de Karl Liebknecht. J'ai les fiches, vous avez les fiches Wikipédia. En mars 1919 est créée la troisième internationale, l'internationale communiste, qui accorde une plus grande importance au combat féminin que les précédentes, sous l'influence de, on l'a mentionné tout à l'heure, de Clara Zetkin. On pense que c'est Clara Zetkin qui a poussé. Est-ce qu'on connaît les assassins de Luxembourg? Oui. Ce sont des sociodémocrates. Sociodémocrate et le président, qui était socialiste. Bon. D'où quelques difficultés quelques années après. Oui. C'est l'un des éléments qui pèsent dans la stratégie front de classe de Staline. Un petit élément, mais il est présent. Entre 1919 et 1931-32, 33, c'est les élections. Voilà, ça fait 14 ans. Voilà. Donc c'est quand même relativement frais. Et oui, ce sont des sociodémocrates. Je n'en dirai pas plus, puisque je ne veux pas faire de politique. Pas besoin. Mais bon, oui. Ah, c'était un cancer. Mais ça, c'est de l'histoire. La loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures, elle est fêtée le 1er mai comme une victoire ouvrière. Le 28 juin, le traité de Versailles met fin à la guerre et il institue l'Organisation internationale du travail. Ça, c'est quelque chose d'important, pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Cette OIT, Organisation internationale du travail, elle est rattachée à la Société des Nations, SDN, et l'année suivante va être créé le Bureau international du travail, BIT, qui existe toujours. Il est chargé d'élaborer des conventions internationales relatives à l'organisation du travail. Et dans une formation féminisme que nous avons faite récemment, je citais un travail fait par le BIT, par le Bureau international du travail. Globalement, les années 1920 sont pour le mouvement ouvrier des années de basse eau. À partir du début des années 20, le mouvement ouvrier va commencer à se restructurer. Bien sûr, il va y avoir la création du Parti communiste et puis la SFIO qui va se maintenir, qui va refuser de voter la SFIO va voter l'adhésion à la troisième internationale, mais la minorité va se maintenir. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. La minorité fait scission et maintient la SFIO, donc SFIO maintenue, PCF, c'est pas le PCF d'ailleurs, c'est section française de l'internationale communiste. Et dans la foulée de tout ça, il va y avoir la scission à la CGT, CGT-CGTU, en 1922.
Je veux citer quelqu'un ici pour cette époque-là, c'est Simone Weil, la condition ouvrière. Simone Weil, elle se fait embaucher chez Alstom et Renault et elle publie la condition ouvrière en 1931. Elle est philosophe de formation. Philosophe, agrégée de philo, et ça c'est un événement. On étudie encore la condition ouvrière au lycée, ou bien elle est encore susceptible d'être au programme des concours. C'est un grand événement. Bon, mais là aussi, très vite, on est en 31, très vite l'atmosphère de guerre va se reformer. Je ne la décris pas, je ne décris pas ça plus avant. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, eh bien, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Mais ailleurs, oui. Alors qu'elles en ont bénéficié depuis 1894 en Nouvelle-Zélande, 1902 Australie, 1907 la Finlande, 1913 en Norvège, 1914 en Islande, 1915, oui, au Danemark, 1918 en Grande-Bretagne, Suède, Allemagne, Russie soviétique et Pologne, 1919 au Canada, Pays-Bas, Luxembourg, États-Unis, Tchécoslovaquie, Autriche et la Turquie en 1934 et 1935 aux Philippines. Et en France en 1945. 44. Donc, vous voyez là aussi la France, pays des droits de l'homme. De l'homme, oui, pas de la femme. L'homme avec un grand H. Il y a un événement en 1924 que je veux souligner, c'est la grève des sardinières de Douarnenez. Ah oui. Je ne vais pas le décrire, mais je le mentionne, qui débouche sur une victoire. Grève des sardinières de Douarnenez, vous avez la fiche Wikipédia. Les gens étaient payés autant que les dockers, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un maintenance supérieur à quelqu'un qui aurait transformé, c'était dur comme métier. En 1925, le PCF va présenter quelques femmes aux élections municipales, je ne sais pas dans quelle commune. Celles qui furent élues n'en demeurèrent pas moins inéligibles, hein, puisque dans l'idée, c'était comme ça. Mais l'objectif du PCF, c'était de relancer le débat public sur l'égalité, objectif atteint. Changement de donne avec les années 1930, c'est la crise, avec son lot de chômage et de misère. Charlie Chaplin sort en 1936 un film, Les temps modernes. La victoire du Front populaire va représenter une embellie, mais qui se révélera courte. Encore 3 femmes, que je déterre peut-être un peu moins, parce que là, ce sont des femmes qui ont pu mourir à des années proches de nous. Martha Desrumaux. Martha Desrumaux, 1897-1982. Elle adhère à la CGT et à la section socialiste de Comines en 1909, au PCF en 1921. Vous trouverez tout son parcours dans la trace écrite. Daniel Casanova. Elle est morte. Bon, Daniel Casanova semble connu ici devant moi. 1909-1943, adhère à la jeunesse communiste en 1927, secrétaire général de l'Union des jeunes filles de France, etc., etc., etc. Et troisième femme, Marie-Claude Vaillant-Couturier, 1919-1996. Elle est peut-être connue, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Elle a été journaliste à l'Humanité, reporter photographe. Elle a eu comme compagnon Roger Salomon Ginsberg, qui est mieux connu sous son pseudo, ou son, je ne sais pas quoi, comment on dit, pseudo dans la Résistance, Pierre Villon. Bon, ils vont faire la Résistance ensemble, arrêtés, déportés, etc., etc.
c'est enfin, quand arrive 1944, que la France franchit le Rubicon. Une ordonnance du Comité français de libération nationale du 21 avril accorde le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Il faut savoir qu'il s'en est fallu de peu que l'ordonnance se limite au droit de vote et n'accorde pas l'éligibilité. Mais le représentant du PCF, Fernand Grenier, propose par un amendement d'accorder aussi l'éligibilité. En 1946. Est-ce que les historiens ont une explication pour ce retard en France? Ben, C'est incroyable. oui, c'est un pouvoir très centralisé, très fort et Très machiste. très organisé. Très machiste. donc, très Ah, c'est machiste, ça. hein. Mais il n'y a pas que la France. Je veux dire, il y a Mais la d'autres France- pays où ça a Oui. avancé Oui, il y a un peu le plus Portugal, Oui. l'Espagne, des choses comme ça. Mais Ce sont des pays latins. Hein. C'est un pays latin par rapport aux autres. Ça peut jouer. Je ne sais pas quelles sont les analyses faites de On ça. peut dire ça, Ça oui, peut être mais non, parce que culturel. maintenant, Je les pose Je la ne sais pas question s'il y en a justement si parmi vous quelqu'un qui ont connaît des connaissances. Pourquoi 44? Pourquoi tant de retard par rapport aux autres pays? Parce que c'est un pays latin par rapport aux autres. C'est culturel. Par rapport au Portugal, non. Non, pas. Ça ne suffit pas. Ah, parce qu'il parlait du Portugal. Aussi. C'est macho, hein? Ah, oui. Des matchs, un pays de matchs. Ah, par rapport au Portugal. Il y en a pays six, latins, D'accord. on est très C'est pas influencé suffisant, par ça Oui. le droit romain, bon, Portugal. on est très latin. Hein. Daniel, Non, moi j'ai pas de... moi, j'ai une autre hypothèse. Oui, Je crois que tous ces pays-là étaient des pays qui étaient plus avancés industriellement que la France. La France était encore, jusqu'avant la guerre, un pays qui était beaucoup plus rural que beaucoup d'autres. Et le partage, on va dire, du travail n'était pas fait de la même manière dans le monde très rural qui était encore celui de la France. Moi, je vois ce genre de choses parce que sinon, je ne comprends pas que l'Espagne ou le Portugal surtout puissent avoir fait cela avant. Ben, il y a des conditions historiques. Rosa Luxembourg, elle a réussi à faire passer ça quand même, le vote des femmes, en 1919. Rosa Luxembourg. Il y a aussi le problème, je crois, de la superficie d'exploitation agricole dans des pays qui sont essentiellement agricoles, comme c'est le cas de la France, et ça le restera jusque dans les années 1960. Il ne faut pas se perdre. Après la guerre, la principale industrie du pays, si je peux dire, c'est encore l'agriculture. Mais c'était des pays de petite et moyenne exploitation. Donc, moi je me souviens que dans les années 50, un paysan qui avait 20 hectares, dont 10 arrosables, c'est beaucoup. il vivait très très bien. Il vivait très bien. Hein. Bon, on n'a pas d'explication. En 1946, il y en a peut-être une. Hein. Si on cherchait, on en Il y trouverait en a peut-être. sûrement une. Chez Il peut y en Perrault. avoir plusieurs. Plusieurs, oui. Hein, chez Perrault. Peut-être qu'on en trouverait une. En 1946, j'avance un petit peu. En 1946, la Constitution de la 4e République proclamera l'égalité des sexes en ces termes. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Le 46. 46. La Constitution de la 4e République. 46. Le 18 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée, mais il faut comprendre hommes et femmes. Bien sûr. Alors, il faut ajouter maintenant, là on a une petite liste d'avancées dans les principes, mais évidemment il faut tout de suite dire que l'effectivité de tous ces principes n'est pas évidente du tout. 75 ans après, hein, même encore maintenant, 75 ans après, évidemment, il y a beaucoup à dire. Pour l'égalité, ne serait-ce que l'égalité de rémunération, rien que ça, mais il y a beaucoup de choses. Ça n'empêche que, bien sûr, qu'il faut aussi dire que des choses se sont passées depuis la libération. Bon, bien sûr, le deuxième sexe dans l'ordre des idées. Dans l'ordre organisationnel, le planning familial en 56, ça date de 56, le planning familial. La loi Veil en 75,
je passe beaucoup de choses, très certainement. La représentation des femmes dans les instances institutionnelles, politiques, elle a un peu évolué, surtout dans les 20 dernières années, peut-être. Parce que pendant très très longtemps, c'est resté inchangé. C'est plutôt sur les 20 dernières années, me semble-t-il. Bon, il y a tout un tas de lois et règlements divers et variés qui ont été pris, dont le bilan serait à faire, bien entendu. Mais bon, globalement, nous sommes encore loin du compte. On peut se rassurer en disant que l'histoire nous enseigne qu'aucune injustice n'a jamais pu résister à la mobilisation des peuples, mais voilà, là est le point, c'est que... Encore faut-il se mobiliser. C'est ça. Voilà, donc encore faut-il se mobiliser. Moi, je tire 5 leçons de ce rapide survol avant de passer à la deuxième et à la troisième partie. Je tire 5 leçons. Première leçon, c'est que le combat pour l'égalité s'est beaucoup joué, pour l'essentiel, il s'est joué dans le domaine du travail et de la citoyenneté. Le domaine du travail et de la citoyenneté. Deuxièmement, si, en ce qui concerne la proclamation des droits, la situation peut être très très globalement considérée comme satisfaisante pour la déclaration des droits, la proclamation des droits, en ce qui concerne l'effectivité de ces droits, dans certains domaines, l'essentiel reste à faire. Et cela d'autant plus que, à la moindre crise, les droits reculent. Crise économique et guerre, par exemple. Oui. Pardon, une question. Quelle est la date déjà où a été abrogée l'obligation pour les femmes de demander l'autorisation du mari pour travailler? Très tard, parce que moi, en Tard, 70, hein? Dans les années 1910. non, moi, plus tard que ça, parce que moi, quand je me suis mariée, j'avais encore le maire, il nous dit tout ce qui est droit ou pas, et il m'a dit notamment que pour travailler, normalement, C'est on capital. devait avoir l'autorisation de mon mari. Non, Quand mon mari était obligé, parce que j'ai l'autorisation de travailler. Dans les années 1910, Non. Pour ouvrir un compte en banque. dans les années 1910, 13, une loi du 13 juillet 1907 donne le droit aux femmes mariées de percevoir et de disposer de leur salaire sans autorisation du mari. Ah non, percevoir leur salaire, ça ne veut pas dire l'autorisation de travailler, parce qu'il y a eu une histoire comme ça. Ah, alors, Ça, là... c'est sûr et certain. Oui, bien sûr. Moi, je sais que quand je me suis mariée en 70, c'était encore Eh ben voilà. De leur mari. Ah non, là, c'est C'est un faux point. pouvoir ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari, parce qu'il y avait celle-là aussi. Ouais. L'autorisation de travailler. Ben, écoutez, là, ça ne figure pas là-dedans. Ils disent qu'avant, la femme mariée avait le statut de mineur au même titre que les enfants. Ah bon, ça alors. Non, elle est pénalisée par rapport aux enfants. Parce que la femme mariée, sur le code civil, Parce que les elle enfants... figure entre les délinquants de droit commun et les handicapés mentaux profonds. Oui, C'est là où elle est. quand on- Oui, oui. C'est Tournefort qui l'a fait. Je sais, c'est un ex-soi. C'est C'est la tout loi le numéro monde. 65-570 du 13 juillet 65. Cette loi met fin à l'incapacité de la femme mariée qui peut désormais ouvrir un compte en Voilà. banque et exercer une profession Eh ben voilà. sans l'autorisation. Quelle date? 65. 13 juillet 1965. 65. Oh, d'accord. 65. C'est un pays arriéré, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me souviens quand même pour par rapport Attends. Moi, j'ai une question d'ordre général. Comment ça s'explique qu'il y a toujours un grand laps de temps entre la promulgation d'une loi et de décret d'application? Parce que quelquefois, il y a des lois qui sont promulguées,
il n'y a pas le décret d'application quand ils ne sont pas appliqués. Moi, je trouve ça complètement ridicule dans une démocratie. Comment ça s'explique? J'aimerais bien comprendre. Ça prend le bateau. Je peux te dire, moi j'ai été de multiples fois concerné par ça dans mon job. Ah, dis-moi. Oui. Souvent, les lois sont prises, souvent, les lois sont votées dans un contexte politique. Oui. Il y a une pression qui s'exerce sur le gouvernement. On a eu des exemples très récents avec les gilets jaunes et ainsi de suite. Et donc le gouvernement rapidement prend une loi, fait voter une loi. Pour calmer la population. Pour calmer les gueux. D'accord. Et après, il y a toute la question des décrets d'application. Eh bien, on peut attendre quelquefois des années. Ben oui, je le sais. Et quelquefois plus que des années, c'est-à-dire une éternité. Oui. J'ai connu des lois qui n'ont jamais eu leur décret d'application. C'est le Quai d'Orsay. Oui, voilà. Et si les gens ne maintiennent pas leur pression, les décrets d'application ne viendront jamais. Voilà. C'est vicieux, hein? Mais bien sûr. C'est vraiment Et vicieux comme il y a aussi une autre version, c'est de prendre un décret d'application qui dénature la loi. Oui. Donc ça aussi, je n'ai plus les exemples en tête, et Dieu merci, j'ai oublié ça, j'ai évacué tout ça, mais des lois qui ont été dénaturées par les décrets d'application, mais il y a de quoi remplir des armoires. Enfin, la question, c'est tout de même pourquoi avoir tardé autant. 1965, c'est une catastrophe. Ouais. Donc c'est peut-être aussi un siècle où les forces progressives n'ont pas été souvent à pouvoir. Hein. Parce que le Front populaire n'est pas resté longtemps. Et on a eu quand même des pouvoirs extrêmement conservateurs. Hein. On peut le dire. N'excluons pas l'hypothèse que le mouvement ouvrier lui-même et les syndicats n'aient pas été très pressés de faire l'égalité homme-femme. Oui, parce qu'ils pensaient que voilà, c'est le communisme, il n'y aura plus besoin de la lutte. Non, mais le C'est PCF là, avec l'égalité, l'égalité, c'était pas une priorité parce qu'on pensait qu'on allait s'émanciper autrement. bien sûr. Le PCF a fait beaucoup, incontestablement. Mais franchement, ça n'a pas Mais il suffi. n'était pas au pouvoir. Eh ben, moi, tu vois, il y avait des députés communistes. Il y a quelqu'un, il y a une question? Juste je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, deux éléments qui ont sans doute joué pour le retard de la France. C'est le fait que pendant longtemps, les gouvernements, je ne sais pas si on peut appeler cela de gauche, mais type Herriot, etc., qui ont pendant longtemps mené la politique française, le Parti radical. Oui. Pendant très longtemps, ils ont été effrayés à l'idée que les femmes étant sous la coupe de la religion risquaient fort de voter contre leur gouvernement. Et c'est quelque chose qui a dû jouer un effet retard considérable, autant que le fait qu'il n'y avait pas autant de femmes au travail de l'industrie. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, pour expliquer un petit peu les choses. À propos de la Commune et de Louise Michel, moi, il y a un truc qui m'a frappé pendant longtemps, ça continue à me sembler extraordinaire. Lorsqu'elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie, elle a été obligée de se battre contre les co-détenus, les bagnards, qui ne voulaient pas avoir des relations normales, d'humain à humain, avec les habitants de là-bas. Elle a été l'objet de ricanements lorsqu'elle a donné des cours aux Kanaks. Je crois que ça explique aussi l'état. C'est des gens qui étaient tous déportés pour participation à la Commune. Et il y a eu des réactions qui sont quand même ce qu'elles sont devenues. Moi, je crois que là-dessus, on ne va pas jeter la pierre, mais il y avait des problèmes de formation des uns et des autres. Parce que, je cite Louise Michel, mais je ne suis pas sûr que toutes aient fait le même genre de travail. Il y a un autre truc auquel je voulais... sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est le fait qu'on a quand même une femme dont tu n'as pas parlé. C'est vrai qu'elle n'a pas écrit, mais elle s'est quand même farci le plaisir d'avoir 2 prix Nobel.
Marie Curie? Eh oui. Ah, ben, elle a été Et qui, si je ne me trompe pas, a été non éligible, mais membre d'un gouvernement. Ouais, mais elle a été, c'est pour ça qu'ils ont créé le secrétariat des... Non, mais, le secrétaire... mais c'est quand même extraordinaire le point de retard que ça représente. Sans doute dire à la population on va avoir des femmes qui sont éligibles, ça risquait de foutre un sacré pastis, pour être poli, dans les familles. Mais dire on en prend une qui sera, on ne peut pas faire moins, vous vous en rendez compte, elle a le prix Nobel. Et cette femme, elle a participé à la guerre. Oui, oui. Elle a participé à la guerre en fabriquant elle-même et en partant elle-même faire des traitements à base des produits qu'elle avait découverts, radium, etc. Elle a toute sa place dans cette liste. Oui, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Par contre, j'en parlerai pas plus, mais j'ai trouvé dommage que tu sautes si vite de l'époque féodale au XVIIIe. Ah, mon parce pauvre. que, et non, parce que la constitution de l'État français, ça s'est lié avec... Alors, je parle que de ça, mais c'est la période où il y a eu la répression des sorcières, hein, la plus importante de toute l'histoire, chez nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'est passé systématiquement dans des lieux qui sont des lieux frontières. Je pense à notre région, hein, du côté de Castellar, et puis d'autre côté, Triora, etc., où il y a eu des procès, Oui, oui. et des procès religieux. C'est ce dont parle le Monacholi, non? Oui, elle en parle. oui. Elle en parle. Des procès religieux. Et, ça existe encore. Hein. Et oui. De la répression des sorcières. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a encore des prisons de sorcières, notamment Ah bon au Oui. Ghana. Ah oui. Au Ghana, ils essayent de les interdire. Il y a encore des femmes qui sont Oui. condamnées, et même à mort, pour Ghana. sorcellerie, parce que Ah ouais. en général, c'est des femmes qui ont 30, 40 ans, qui n'ont pas de mari, qui sont autonomes. Et voilà. D'accord. Et qui ont un certain savoir. Et qui ont un certain savoir, notamment pour soigner, etc. Voilà, des plantes. C'est exact. Et je disais frontière parce que il me semble que c'est relativement constitutif de la constitution de l'État. Oui, oui, oui. On a aussi réprimé aux frontières plus qu'ailleurs, parce qu'il fallait surtout pas que ces gens-là se révoltent. C'est ici chez nous, mais c'est au Pays Basque, hein. Bien sûr. C'est pareil. Je termine sur cette... Est-ce que, pardon, Sur Excuse-moi, cette... Vas-y, Michel. non, c'est juste, je voudrais vraiment si quelqu'un parmi nous, dans ce groupe, pouvait essayer de creuser, trouver l'explication du retard que moi je ne comprends pas. Oui, de C'est 44. la la France. question des historiens. Mais en train d'être posé. Écoute, Ça mérite vraiment. Non, quelque moi part non une plus, je recherche. ne l'ai pas, mais je suis presque sûr que ça se trouve quelque part. Mais je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Je pense qu'il y a plusieurs Il y a facteurs. peut-être plusieurs hypothèses. Bien sûr. Je vais voir. Si sur Internet... C'est une question de paix économique et de civilisation. Oh là, il faut chercher Et puis des... le code du travail français, il a été fait par beaucoup de juristes de la région Aix-France, qui ne sont pas des paragons de... Oui, mais ex ou autre, c'est pas ça. Mais il faut trouver des Ah facteurs... non, mais Tournefort et tout, il y en a Ouais, en d'accord, mais tout bon, le reste. on va pas, disons, on va pas cibler spécialement la région d'Aix en France. Quel sens Je cela pense que aurait? Ah, mais l'argument pourtant- de José est très Oui. important. Oui, Je pense qu'il y a aussi le code L'éducation Napoléon. des femmes. Oui, Le code Le Napoléon. code Napoléon, parce que on a rétabli l'esclavage à ce moment-là, Oui. ne l'oublions pas, et je crois que le statut de la femme a été figé par ce code. Moi je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue Peut-être au comme ça. moment de l'Empire. Non, non, mais bon, ça, il faut essayer de rechercher ça. Historien et professeur de droit. Je termine sur cette première partie. Donc, je disais que la proclamation des droits, c'est une chose, mais leur effectivité, c'en est une autre. Et donc, autre conclusion à tirer, c'est que une grande partie du combat féministe, c'est de réclamer l'effectivité des droits. Et donc ça veut dire peut-être pas tant des mobilisations que des bagarres judiciaires. Que des bagarres judiciaires avec des avocats qui détectent dans les lois et règlements les incohérences ou bien qui détectent
les insuffisances notoires de l'action publique au regard des lois et règlements. De ce point de vue, par exemple, il faut mesurer toutes les conséquences que peut avoir l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Absolument. Donc là, moi je ne saurais dire, mais je suppose que puisque c'est dans la Constitution, s'il y a des conséquences. Lesquelles? Ils ont pris le soin de ne pas accorder ce que réclamaient les féministes qui réclamaient un droit à l'IVG dans la Constitution. Un droit, ça veut dire que l'État est responsable de nous donner accès à ce droit. Et qu'est-ce qui a Ils ont été noté accordé alors? liberté de l'IVG, ça veut dire que tu peux le faire, mais tu te Après, débrouilles. tu te démerdes. Voilà, Il n'y a pas besoin de mettre en place des structures dédiées à ça. voilà. Qui en France est responsable du décret d'application d'une loi? Quelle instance? Et c'est le ministre. Le ministre est concerné. Le ministre concerné. Toute loi est publiée Parfait. sous... oui, Donc, elle est publiée sous sous la houlette d'un ministre particulier. Donc, si on veut que le décret d'application s'efface rapidement, il faut faire pression sur le ministre. Logiquement, c'est un peu ce que tu dis. Il faut faire pression sur le ministère, oui, sur le ministre. Voilà. Si le président... Sur ce sujet-là, il est verrouillé par les cabinets des ministres. C'est important parce que franchement, hein, la démocratie se joue à ce moment-là. Bien sûr. Pour avoir une loi votée, si c'est pas appliqué, mais à quoi bon quoi? Mais bien sûr. Mais c'est quelles années? C'est bien dans la période de la 4e République. Non, non, pas du tout. Ah, Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, bien sûr. Combien de lois ont été votées hein? Le Oh là là, blocage, paquet comme ça. la non-application des lois par la non-publication des décrets, c'est une constante de l'administration française Oui. jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Donc, la bataille de l'effectivité, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, dernière remarque, il y a tout un tas de droits dont on n'a pas parlé, je n'ai pas parlé, mais par exemple, la politique de la petite enfance. Que ça, prenons que ça. Mais c'est un truc de fou, la politique de la petite enfance. C'est une usine à gaz. Et là, ça a des conséquences concrètes, réelles, extrêmement concrètes, et souvent qui entraînent d'autres droits qui ne sont pas respectés, sur le travail, etc., ou sur la formation, etc. Bon, voilà. La violence faite aux femmes. Les violences faites aux femmes. La maîtresse de conférence l'autre fois, Sarah Calderon, a dit que les lois sont passées en Espagne. Voilà. Chez nous, on les attend toujours. Et chez nous, on les attend toujours. Ah. Encore une fois. Voilà. Non, chez nous, Alors, on fait deuxième section, quelques thèses sur le féminisme. Et il y aura aussi quelques thèses sur la féminité. Sur le féminisme, 2 thèses contre, une thèse pour. Première thèse contre. On va dire contre le modèle masculin traditionnel. Je reprends, là je ne fais que reprendre le thème de Yvon Quignou et surtout son titre, pour que l'homme ne soit pas l'avenir de la femme. Et on peut, contre le modèle masculin traditionnel, parce qu'on peut lui associer quand même pas mal de choses, à des degrés d'intensité variables. La violence, la dureté, la volonté de puissance, le goût du pouvoir, l'appât du gain, la brutalité dans les rapports au travail, la cruauté à la guerre, Freud appelait cela la pulsion de mort. Bon, portrait impressionniste, bien sûr, portrait que d'aucuns jugeront partial, bien sûr, mais malheureusement, on peut trouver des faits innombrables par rapport à ça. Et l'histoire des femmes est, pour une large part, une histoire de bruit et de fureur. Et c'est ce qui fait dire à Nancy Houston... Où est la réflexion sur ces valeurs viriles, entre guillemets?
qui gouvernent la planète et sont en train de la foutre en l'air. À quand les questions de fond sur la domination masculine qui conduit au désastre? Donc contre le modèle masculin traditionnel, contre le modèle féminin porté par le nouveau féminisme, qui est un féminisme de l'identité femme-homme, de l'indifférenciation des genres. Donc là, on pourrait presque reprendre la discussion du début. Donc là, c'est toujours Quignou qui parle là, enfin, que je résume, et donc peut-être qu'une fois encore là, il est sous la domination d'un stéréotype. D'un stéréotype. Tu peux préciser ce qu'il veut dire exactement? Là, Là, ce qu'il vise, c'est donc un féminisme de l'identité femme-homme, de l'indifférenciation des genres. Oui, ça reste Et vague. c'est-à-dire donc il soulève cela Mais, comme point critique. Lui, il dit il faut être contre ça. Oui, c'est ça. Il faudrait savoir de quel féministe il parle, il faudrait savoir, Voilà, parce que là c'est une généralité C'est un basée peu sur, grave, ça. on ne sait pas quel discours, et on ne sait pas de quel féministe il parle. Oui, exactement. Parce que, Il oui, dans en les- parle clairement. J'y vais pas parce que si j'y vais, on est fichu. D'accord, mais Oui, attends, bien sûr, mais si je trouve le temps, je le ferai. bon, parce que là, il apparaît. Mais il y a des comportements qui se répètent systématiquement, parce que c'est banal ce que je vais vous dire. Regardez les enfants, quand ils vont même à la crèche, etc. Après, ils jouent à la maîtresse un peu plus tard, etc. Et on joue à la maîtresse, et puis il y en a une qui punit, tout ça. On est pris dans l'imaginaire. Et ce qui est difficile, et ce qui était une analyse, entre parenthèses, c'est d'arriver à déconstruire l'imaginaire qui nous a coincés. Mais il me semble que une réponse importante à ta question, elle est dans le fait de la construction sociale. Si on admet le principe que nous nous construisons socialement. Elle m'interrompt, la dame. Oui. Mais oui, mais elle a été interrompue. Peut-être qu'il faut parler plus fortement. Laisse ta voix, comment peut-être qu'elle lance. Il se sent castré. Ah non, il ne castre pas les hommes. Je voulais souligner l'importance de cette idée de construction sociale, qui est déterminante et qui vaut pour les différences sexuelles, mais qui vaut pour les différences, les inégalités dans tous les domaines. Et notre problème, notre travail à faire, il est immense, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer sur la réalisation effective de l'égalité. Parce que c'est du construit social. Et que ce construit social, eh bien, il faut d'abord l'accepter, ce qui est loin d'être le cas dans notre société, puisqu'elle est machiste, par principe. Et puis, il faut arriver à faire en sorte que nos enfants évoluent dans ce cadre nouveau. C'est la vraie révolution, elle est là. Bien sûr. Oui, mais elle est en marche depuis pas mal d'années. Elle n'avance pas du tout. Je te dis, elle est en marche depuis pas mal d'années. Elle Ça n'avance pas du tout. dépend des champs que toi tu fréquentes. Oui, oui. Moi, je connais des groupes de personnes relativement nombreux où il y a une très bonne égalité entre hommes et femmes. Et c'est une question de prise de conscience. Je parle de la C'est pas le société. cas Alors, ici. la société, c'est tellement vague que ça ne veut plus rien dire. C'est pas le cas ici, hein, que les femmes et les femmes sont égaux. Nicole. Il y a 2 heures que je donne la parole, je la fais encore. Nicole, allez. Allez, Nicole. Alors, moi, ce qui me semble fondamental, c'est aussi le fait que tout ce que j'ai constaté, et même dans le passé, j'ai cherché le texte ancien, les hommes ont peur des femmes, une peur maladive. Et donc, il faut qu'ils dominent, sinon ils ont peur. Comment peut-on généraliser comme ça? Mais oui, voilà, j'allais le dire. Mais... Moi, je vais vous dire, il y a Les hommes, c'est ça, les hommes, c'est ça. Et Oh, écoutez, là, je commence Et à- Razby, il dit, mais toute la psychanalyse, c'est né sur ça. Hein. La psychanalyse, le premier qui a été psychanalyste, il était issu de quel milieu? Un milieu bourgeois, un milieu juif, un milieu religieux, et en pleine Autriche sous le Second Empire qui avait 50 ans de retard dans les idées, mais 30 ans d'avance dans le matériel militaire. C'est ça, Freud.
Il est aussi l'homme de sa société. Hein. C'est ta conception. Alors, oui, en fait. Mais c'est vrai ou pas? C'est ce que je dis, c'est vrai. C'est ce que tu bon, penses. je me suis pas trompée. Alors, donc, après, il y a aussi Erasme qui a dit que il ne faut pas donner de vin ou d'alcool d'excitant aux femmes et aux enfants. Pas parce que ça leur fait mal, on ne sait pas à l'époque que ça peut être mortel. Non. En fait, il ne faut pas leur en donner parce que c'est comme jeter de l'huile sur le feu. On alimente une puissance naturelle qu'on ne peut pas dominer. Et je vous ferai remarquer qu'encore aujourd'hui, dans la mode des femmes, regardez le nombre de choses qui les empêchent de marcher. Les talons hauts, les pieds bandés, les jupes étroites. On leur impose pas Non, ça. il y a Ils aussi beaucoup de choisissent. choses qui les empêchent de bouger. Et la liberté des gestes, elles ne l'ont pas. Alors, par exemple, un écologie profond, non, c'est pas un truc. C'est vrai que nous empêche de bouger dans certaines choses, sinon on voit de partout, et ça se fait pas dans nos civilisations. Mais si Donc, tu as... voilà. Hop. Attention, Émilie. Cette fois, je meurs, hein. Tu t'étonnes après que les mecs aient Donc, peur. ça voulait dire que malgré tout, il faut y penser à ça. Et puis il y a des lieux qui sont interdits. Moi, je sais que quand j'étais jeune, même dans mon village provençal où tout le monde se foutait, ne me voyait même pas passer, jamais de la vie, je serais allé prendre un petit sirop rouge ouvert au bar sans être accompagné de mes parents, parce que ça ne faisait pas. Et même quand j'avais 18 ans, j'avais déjà le bac, j'allais en fac, quand il fallait que je traverse la terrasse d'un restaurant ou d'un bar, je me sentais mal à l'aise, hein, il m'a fallu du temps. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend intuitivement en voyant les autres agir. Oui, mais aujourd'hui, tu es une femme libérée et tu ne prends plus de chaussures avec tes talons hauts si tu n'as pas envie. Autrefois, c'était comme ça, à la limite, on nous imposait ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que je suis une femme libérée, ça? Mais qui impose à une femme de porter des chaussures à talons hauts si elle n'est pas confortable là-dedans? C'est sa responsabilité, elle. C'est pas les hommes qui vont lui imposer ça. Vous me direz que Désolé. vous voyez beaucoup de mariés se marier avec une robe blanche longue et des baskets. Ouais. Et il y a un autre choix entre talons très hauts et des baskets. C'est ce que je proposerais. Et moi, je rejoins Nicole que les hommes, ils ont peur de nous, ils ont peur de Ils nos ont règles. peur. Alors, On vous est encadrez, dans vous plein de enseignez tout. civilisations, quand on a nos règles, on est considéré comme impurs. Et ça, Certains hommes, mais pas tous les hommes. J'aime pas les généralisations. Mais dans le, ça Certains revient hommes, énormément. d'accord. Il y a un copain qui- José Ouais. Gertosio. Moi, je voudrais simplement revenir sur quelque chose qui a été dit au passage. À propos de Simone de Beauvoir. Elle est d'une certaine époque, Oui, oui. avec un certain état de la société française, et de sa classe à elle. Et je crois qu'on ne peut pas, à partir de là, essayer de définir la féminité. Moi, je reviens sur ça. Il me semble qu'il y a un vrai problème, parce qu'on est en train d'essayer de penser, non pas par nous-mêmes, à partir d'un certain nombre de principes, mais en train de penser à partir de quelqu'un qui a écrit à propos d'une certaine époque. Moi, excusez-moi, mais si j'étais méchant, je dirais volontiers, Olympe de Gouges, pour moi, c'est exactement la négation du féminisme. Parce que c'est je le dis brutalement, lorsqu'elle écrit sa déclaration, elle dit pas il faut qu'on soit l'égal des hommes, mais elle fait une déclaration de la femme et de la citoyenne. C'est-à-dire que son truc, c'est presque on veut prendre leur place. Et je crois que formuler de cette façon-là, c'est, à mon regard à moi, c'est pas du tout ce qu'elle a écrit à ce moment-là. C'était en Il faut que- opposition à la déclaration des Voilà. droits de l'homme et Et, des citoyens. et je crois qu'effectivement, il faut reprendre ce genre de discussion, mais en se demandant, celui qui a écrit, ou celle qui a écrit, à quel moment, dans quelle situation, etc. Alors ça, c'est le premier élément. Moi, ça m'a bien plu la question que tu as posée, parce que je me pose à peu près la même. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, et pour une raison bête. Hein. J'étais tout gosse, enfin, je devais avoir 10 ans, 11 ans, et je vais visiter le musée anthropologique de Monaco, dans lequel il y a des présentations de squelettes, de trucs qu'ils ont découverts dans des tombes dans le coin. Et il y a le conservateur qui nous faisait visiter le truc,
et qui nous dit, voilà, le cadavre d'une femme qui a été découverte dans la tombe Grimaldi, le squelette d'une femme qui est... Ma question, moi toute bête, hein, ça a été, mais comment on le voit? Parce que je savais bien comment on fait la différence entre un garçon et une fille à cet âge-là, croyez-moi, je savais. Mais là, devant un squelette, j'étais sec. Pas de différence, oui. Alors j'ai dit le gardien, non, le gardien, il n'a pas été capable de me répondre. Et il a été voir un autre pour lui demander, et l'autre est venu en m'expliquant, avec le groupe de gars avec qui on faisait la visite. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas encore la laïcité complète et l'égalité. Non, on avait les classes de garçons et les classes de filles. Hein, parce que je n'aurais pas osé poser une question pareille s'il y avait eu des filles à côté. Mais simplement pour dire, il a été le demander, et l'explication qui m'a été donnée, regardez le bassin, nanana, tout ce que l'on connaît habituellement. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a des chercheurs qui ont dit, oh là là, celle que l'on avait classée comme étant une femme, à l'origine, ou un des éléments de l'origine de l'humanité, c'est un homme. Et on s'est trompé parce que le squelette, il n'a pas les dimensions que l'on trouve à cette époque-là, etc., etc. Moi, je ne suis pas un scientifique, de ce côté-là, rien. Mais effectivement, ça me pose problème. Mais ces questions-là, à l'époque, je ne le savais pas. Je ne pouvais pas répondre, c'est faux. Et je veux que l'on essaie de réfléchir de cette façon-là sur tous ces éléments. Pour moi, alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le Moyen-Âge dans ma jeunesse, mais je trouve que c'est quand même assez extraordinaire de voir la façon dont on l'occulte, cette période. Cette période dans laquelle, je dis le Moyen-Âge, dans laquelle on a accordé, on n'en a pas parlé du tout, mais les trouvères, les troubadours et tout ce genre de trucs, ça existait. Et ça correspond à une façon de voir, mais dans une certaine classe. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de ce village où il y a eu une sorcière qui a été brûlée, pas loin d'ici, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de mise à l'écart d'une femme seule ou autre. Le gars qui était le seigneur du coin, il a fait bâtir un château, qui est le Palais La Siaris ici, et il est parti ensuite avec l'ordre de Malte. Sa femme est restée seule. Hein. On ne lui a pas fait le moindre procès, on ne l'a pas cherché la moindre histoire. Moi, je crois qu'il faut qu'on gamberge sur cette façon-là, d'où parle celui qui nous raconte les choses, et de quelle façon ça se passe. Moi, il y a des questions, honnêtement, que je ne me serais pas posées il y a 20 ans. J'espère ne pas être trop déphasé, mais quand je discute un petit peu avec ma fille, j'ai l'impression d'être aujourd'hui bien loin de ce que j'aurais pensé quand elle était plus jeune. Et alors je ne vous dis pas, quand je parle avec mes petites filles, pour moi c'est une découverte, hein, constamment. Parce qu'elles ne sont plus dans la même situation. On va conclure. Vu l'heure. Donc, juste une première... vous aviez demandé la parole. Oui. Je trouve qu'il y a une liberté sociale qui fait que la femme s'habille comme elle veut, y compris un décolleté jusque-là, y compris une brassière jusque-là. Essayez, en tant qu'homme, d'en faire autant dans la rue, vous verrez comment vous serez accueillis, vous, dans les milieux. Bon. Reconnaissez la liberté féminine de comportement aujourd'hui. Vous avez le droit de porter des hauts talons si ça vous chante, mais personne ne vous y oblige. Mais par contre, pourquoi donc les femmes portent des brodequins jusque-là, avec des semelles épaisses de 3 cm, comme les soldats de la guerre de 14? C'est une norme sociale. Bah, c'est de la liberté. Alors, vous me direz toujours c'est de la manipulation, mais la manipulation, on y obéit ou pas. Le psychanalyste dira toute l'importance de l'inconscient. Et beaucoup de choses comme ça. Alors pourquoi les hommes, qu'est-ce qu'ils ont comparativement à la liberté féminine aujourd'hui? C'est la liberté de se laisser pousser la barbe. Alors ils sont plus ou moins islamisés. Et de ce fait, on ne le dit pas bien sûr. C'est soi-disant la virilité ou la liberté. Mais il y a une influence idéologique incontestable.
Et regardez combien, à la télévision, les speakerines se permettent de décolleter jusque-là la naissance des seins. Vous ne voyez plus que la naissance des seins, vous n'entendez pas ce qu'elles disent. Ouais. Mais c'est pas de la peur, ça. On ne peut pas, mais reconnaissez quand même cet abus de pouvoir. Oui, c'est vrai qu'on abuse. On abuse. Non, mais, Qu'est-ce qu'elles veulent encore? bon, attendez, partez pas parce que... Sur ces paroles. Rico. Oui, alors, justement, je voulais. Ça, c'est une information. Parce que c'est. Avec Barbara, nous sommes partis à Marseille, une fois, il y a eu un festival d'outre-mer. Pardon. Et nous avons. Il y avait de la littérature, peinture, tout ça. Et donc, on a rencontré des écrivaines qui ont monté une assemblée. Parce qu'on dit, d'après ce qu'on a pu comprendre, que les femmes qui écrivent sont dangereuses. Qui écrivent sont dangereuses. Alors ça vient aussi d'un film qu'on a vu, Les Sœurs Nardal, dans les années 30-40, trois Martiniquaises, frères, qui se sont retrouvés à la Sorbonne parce que le père il avait une bonne situation, il les a aidés. Et donc, arrivées à la Sorbonne, elles ont été confrontées à la discrimination, au racisme et tout. Donc, et aussi, elle a pris la position des femmes. Donc, elle a, avec ses sœurs, elles ont sorti un journal, tout ça, qui prenait position pour les femmes. Et la police les a inquiétées à plusieurs reprises. Ensuite, elle a même contacté l'ONU, elle est allée faire des interventions à l'ONU. Et à son retour des États-Unis, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont bombardé le bateau et finalement, elle a souffert énormément, elle a perdu une jambe, tout ça. Et elle est rentrée à la Martinique. Et à la Martinique, elle a continué de travailler. Et les sœurs qui étaient restées sur Paris envoyaient de la documentation et des tracts qu'elles puissent donner pour les femmes de la Martinique. Et bien sûr, ils avaient tout balancé dans l'océan Atlantique. Et cela, elles avaient commencé à parler aussi de négritude. Il y avait déjà l'aspect pour les femmes, mais aussi la discrimination et de négritude. Dans les années 30-40, bien avant Césaire et Senghor. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on les a complètement oubliés. On n'en a pas du tout parlé. Et donc, il y a une fille, une cinéaste de la Martinique, qui a sorti un film sur les Sœurs Nardal, qu'on a vu à Marseille tout récemment. Bien sûr. Ok. Bon, merci Rico. Donc, pour conclure, dans un instant, Hugues va vous proposer, pour terminer sur une note agréable, quelques vers du Fou d'Elsa d'Aragon. Moi, j'insère cette conclusion très rapide. Moi, j'ai envie de retenir une idée et une seule, c'est que, après il faut la décliner, c'est que ce que nous voulons, c'est nous libérer des limitations biologiques, anatomiques, tout ce qu'on veut, y compris des normes sociales. Les normes, qu'elles soient vestimentaires ou autres, ce sont des normes dont on doit avoir le droit de se libérer. C'est ça que moi j'appelle la culture et la civilisation. Pouvoir se libérer de la nature pour construire. Ton intervention sur le genre, à cet égard, je la trouve particulièrement intéressante et importante, pour construire des idées, des systèmes d'idées, et derrière aussi des pratiques sociales qui prennent leur liberté par rapport à la nature et qui construisent de la culture, qui font de la culture et de la civilisation. Pour moi, la civilisation, c'est de pouvoir s'affranchir des limitations de la nature et construire quelque chose qui est spécifiquement humain. Humain au sens d'une construction sociale. Je ne crois pas qu'il puisse exister des choses, comment dire, qui soient uniquement individuelles. Ça, j'y crois pas. Et maintenant, Hugues, le Fou d'Elsa.
L'avenir de l'homme est la femme. Elle est la couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit. Il n'est qu'un noyau sans de fruits. Sa bouche souffle un vent sauvage. Sa vie appartient au ravage et sa propre main le détruit. Je vous dis que l'homme est né pour la femme et né pour l'amour. Tout le monde ancien va changer. D'abord la vie et puis la mort. Et toute chose partagée, le pain blanc, les baisers qui saignent, on verra le couple et son règne neiger comme les orangers. Voilà. Et c'est Aragon. C'était la dernière conférence de l'année. La semaine prochaine, nous nous revoyons, enfin, tout au moins, je l'espère, mais ce sera une séance de synthèse. Et je vous rappelle, je l'ai déjà dit, que la conférence du 26 juin est annulée puisque Jean Roblin est indisponible. Et donc, au-delà du 26 juin, ce sera rendez-vous en septembre. La semaine prochaine, c'est une synthèse de... Non, c'est